travers le monde, 50 milliards de caméras nous observent. Dans les rues, au travail, à la maison. Elles capturent parfois des images exceptionnelles. C'est à se demander ce qui se passe. Vous avez vu ça? Des experts analysent ces événements inhabituels. Wow, quelle explosion! Ça n'a aucun sens. Il doit forcément y avoir une explication. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Dans cet épisode, au Japon, Oh Seigneur, des moines font une inquiétante découverte dans une boîte. c'est immonde. C'est la cohue, sur une route fréquentée. Ça l'a touché? Il a écrasé la moto? Comment une telle chose peut-elle arriver? Et est-ce la tentative d'assassinat la plus étrange du monde? Boum! Il y a une gigantesque explosion. Le camion continue sa route. Donc, il était peut-être là pour s'en prendre à cet homme. Des phénomènes étranges, C'est pas vrai! des mystères ont été filmés. C'est hallucinant. Que cachent ces étranges vidéos? Okayama, au Japon. Le 2 février 2022. La foule filme un moine et un laïc qui descendent d'une voiture. L'homme sort une boîte avec précaution. Et dans cette boîte, Oh Seigneur, C'est immonde! une petite créature desséchée et cadavérique, quelques mèches de cheveux sur la tête, des trous béants à la place des yeux et des dents acérées. La partie supérieure de cette créature semble humanoïde. Elle a un visage et des petits bras. Mais plus bas, ça devient écailleux. Elle a une sorte de queue, on dirait presque un poisson. En voyant son visage, elle a l'air figée dans un cri de terreur. Je trouve ça glauque. D'où vient cette chose? La journaliste Linda Rodriguez-Macroby découvre que le cercueil contenait un indice. il y avait une note au fond de la boîte qui indiquait que cette créature, peu importe ce que c'est, avait été attrapée par un pêcheur entre les années 1736 et 1741. Il l'a ensuite vendue à une famille fortunée. Et cette mystérieuse créature flétrie a fini dans un temple d'Okayama, d'où provient la vidéo. Personne ne sait comment elle est arrivée au temple, mais les prêtres ont commencé à l'incorporer aux traditions religieuses et à la vénérer pour ses capacités à préserver la santé humaine. Ils l'ont placée dans une boîte ignifuge pour la protéger. Les histoires de créatures marines à l'apparence humaine peuplant les océans remontent au moins jusqu'à l'âge du bronze. La première référence à une entité semblable à une sirène date de 1000 avant Jésus-Christ. Dans l'ensemble, il s'agit de créatures avec un corps de femme, mais la partie inférieure est celle d'un poisson. Les sirènes Disney que nous connaissons sont gentilles, mais dans la plupart des mythologies, ce sont d'horribles créatures que personne ne voudrait croiser en pleine mer, surtout la nuit. Des cas semblables sont encore signalés de nos jours. En février 2017, un policier du Zimbabwe déclare que 2 garçons ont été entraînés dans l'eau et noyés par ce que les témoins pensent être une sirène. Dans le folklore japonais, il y a les Ningilo, des créatures fantastiques qui sont littéralement des poissons humains. Elles auraient la bouche d'un singe avec de petites dents et un magnifique corps de poisson couvert d'écailles dorées. Sa chair serait très agréable à manger et quiconque aurait la chance d'en déguster vivrait étonnamment longtemps.
Le seul problème est qu'attraper une ningyo porterait malheur aux pêcheurs. Donc, pendant que certaines personnes sur la terre ferme attendent leur ningyo pour s'assurer une longue vie, les pêcheurs, quant à eux, ne veulent pas les attraper. Les pêcheurs qui en attrapent les rejettent directement en mer. Mais la biologiste Jade Lovell ne pense pas qu'il s'agisse du mythique Ningilo. Cette créature pourrait être un mammifère marin inconnu. Une grande partie des plus belles créatures marines que nous connaissons, comme les dauphins, les marsouins et les baleines, vivaient autrefois sur la terre ferme. Est-il donc possible qu'ils fassent partie des premiers hominidés ou de primates qui auraient évolué vers le monde marin? La convergence évolutive est l'idée selon laquelle des espèces peuvent avoir des origines différentes, mais vont développer des caractéristiques similaires en raison de leur environnement. Par exemple, les baleines, les orques et les dauphins sont des créatures différentes, mais présentent beaucoup de points communs, ce qui veut dire qu'elles ont suivi la même évolution pour s'adapter à leur environnement. Tout comme les baleines et les dauphins ont développé une queue, leur permettant de se déplacer plus vite sous l'eau, il est possible qu'un hominidé terrestre ait développé une queue similaire pour survivre en mer. C'est ce qui a pu arriver à la créature de cette vidéo. Les scientifiques pensent que le plus vieil ancêtre de nos baleines actuelles est Pachycetus, un cétacé à 4 pattes qui ressemble à une sorte de chien. Pachycetus vivait il y a 50 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan. Il chassait des poissons ou ce qu'il pouvait trouver près des cours d'eau. Comment Pachycetus s'est retrouvé dans la mer, cela reste un mystère. Mais une hypothèse suggère que lorsque les reptiles marins se sont éteints en même temps que les dinosaures, il y a 65 millions d'années, l'océan est devenu moins dangereux. Il est donc possible que certaines créatures terrestres, comme Pachycetus, aient progressivement évolué en de gros mammifères marins pour s'adapter à ce nouvel environnement riche en nourriture. Au Japon, des moines dévoilent le corps desséché d'un humanoïde qui semble adapté à la vie marine. La biologiste Jade Lovell pense qu'il pourrait s'agir d'un de nos ancêtres. Est-il possible qu'ils fassent partie des premiers hominidés ou primates qui auraient évolué vers le monde marin? L'hypothèse n'est pas aussi farfelue qu'elle y paraît. Le biologiste marin Alistair Hardy a même suggéré que les premiers humains ont pu s'adapter à vivre dans l'eau ou à proximité à un moment de notre évolution. Ce qui expliquerait pourquoi nous avons peu de poils comparés à d'autres singes. Cette créature pourrait être un des premiers hominidés à être retourné vers l'océan. Mais contrairement à nous, elle y serait restée et aurait développé une queue. Elle a peut-être conservé ses bras et ses doigts parce qu'ils lui étaient utiles pour survivre. Tout comme ses yeux à l'avant du visage qui pouvaient lui servir à chasser ou à se déplacer dans les fonds marins. Sur l'île Flores, en Indonésie, il y avait des hominidés qui mesuraient seulement 1 mètre. Cette créature peut-elle donc être une descendante de ces petits hominidés? Au musée Horniman de Londres se trouve une autre créature qui présente quelques similitudes avec la Ningilo japonaise. Le problème des sirènes est que ce sont des créatures tellement exotiques et magiques que malheureusement, certaines personnes ont essayé d'en fabriquer pour fasciner le public. Une étude a révélé que cette Ningilo est essentiellement faite de papier mâché. Quant à la créature du monastère japonais, elle doit faire l'objet d'une analyse. Les responsables du monastère ont décidé de la confier aux scientifiques pour être étudiée et analysée. Sans doute, espèrent-ils au fond d'eux que cela fera perdurer l'intérêt des gens pour cette créature. Si c'est vrai, alors peut-être qu'il existe des hommes-poissons, mais ils semblent moins costauds qu'Aquaman. 80% des océans sont encore inexplorés. Donc, qui sait quelles autres créatures peuvent s'y trouver?
cet automne. C'est pire qu'une série télévisée, mais ça se passe dans la vraie vie. Des malheurs, des survivants et des victimes. Ce que vous allez voir, c'est pas beau. Les médecins m'ont dit, on comprend pas que t'aies survécu. J'avais peur d'elle. Elle m'a fait des menaces de mort. Faites un testament. Sinon, là, c'est fin du trou pour vos proches. Êtes-vous prêts pour des séries chocs? C'est l'expérience la plus intense et la plus brutale que vous pouvez vivre dans votre vie. Canal D, tout découvrir. Nous sommes à Hualien, à Taïwan. Le 1er octobre 2021. La caméra embarquée d'un automobiliste filme son parcours. Tout a l'air normal, c'est une route tout à fait classique. Il y a un motard juste devant lui. Il ne se passe rien d'extraordinaire. Mais soudain, C'est complètement dingue. un immeuble en béton de 7 étages s'écroule au milieu de la route. Ça l'a touché? Il a écrasé la moto? Le bâtiment s'est effondré. Comment une telle chose peut-elle arriver? L'île de Taïwan chevauche un ensemble de failles géologiques actives et enregistre plus de 2000 séismes par an. La plupart se produisent sur la côte Est, où se trouvent 8 grandes lignes de failles. La vidéo a été tournée précisément dans cette région. Les ingénieurs et les architectes de Taïwan n'ont pas vraiment été préparés à ça. Le 6 février 2016, un séisme de magnitude 6,4 frappe la ville de Tainan au sud de Taïwan. Et 11 immeubles s'effondrent. Après coup, la ville ressemblait à une zone de guerre. Les bâtiments effondrés, des décombres et du verre brisé partout. Il y aura 117 morts et plus de 500 blessés. Les Taïwanais voulaient des réponses. Les responsables savent que la ville se trouve au-dessus d'une grande ligne de failles. Alors, pourquoi rien n'a été fait pour se protéger des séismes? Une majorité des 23 millions de Taïwanais vivent dans des immeubles comme ceux qui se sont effondrés. Les gens sont vraiment terrifiés à l'idée que ça puisse se reproduire. Si cet accident est la preuve d'un autre séisme, ce pourrait être le signe d'une nouvelle catastrophe à Taïwan. Mais la géologue Kate Larsen ne constate aucun signe évident de séisme. Si on regarde les autres bâtiments, on ne voit aucun tremblement. Les gens autour auraient réagi. Les voitures se seraient arrêtées, tout comme le motard juste devant. S'il n'y a que cet immeuble qui bouge, cela ne vient sans doute pas d'un séisme. La journaliste scientifique Amy Shira-Teitel se demande s'il pourrait s'agir d'un défaut du bâtiment lui-même. Il est dangereux de construire un bâtiment avec des matériaux de mauvaise qualité. Encore plus dangereux qu'un séisme, une explosion ou la corrosion. La première cause d'effondrement d'un bâtiment vient du mauvais choix de matériaux. Malheureusement, il y a des constructeurs sans scrupules partout. Et dans les pays où les contrôles sont insuffisants, ils enchaînent catastrophe sur catastrophe. En 2016, un immense bâtiment s'est effondré en Ouganda. Au terme d'une enquête, les autorités ont découvert qu'on avait utilisé de la ferraille à la place de l'acier pour créer la structure du bâtiment. Et Taïwan n'est pas exempt de ces mauvais constructeurs. En 2016, suite à l'effondrement d'un immeuble de 17 étages, on a découvert que des boîtes de conserve avaient servi à remplir certaines poutres en béton. Un problème récurrent à Taïwan est ce qu'on appelle les immeubles à étages souples. Ce sont des immeubles où les étages inférieurs sont composés de matériaux moins résistants que les étages supérieurs. Et ces bâtiments ont plus de chances de s'effondrer. Si un étage est 70% moins rigide que l'étage situé au-dessus, il est considéré comme un étage souple. Vivre dans un de ces bâtiments, en particulier dans une région géologiquement instable comme Taïwan, peut s'avérer mortel. Ces images pourraient venir d'une de ces catastrophes.
Taïwan, une caméra filme un immeuble s'effondrant en plein milieu de la route. Qu'est-ce qui a pu provoquer l'effondrement de cet immeuble? Vous imaginez le risque pour les passants? La scientifique Katie Nicolaou repère un indice dans la vidéo, quelques instants avant l'effondrement du bâtiment. En revenant en arrière, on remarque une grue jaune sur la droite. C'est la preuve qu'ils étaient en train de démolir ce bâtiment. Et à l'évidence, il y a un gros raté au niveau de l'entreprise en charge des travaux. Les démolitions ratées sont plus fréquentes qu'on ne l'imagine. En février 2020, à Dallas, au Texas, malgré une organisation scrupuleuse et 130 kg de dynamite, une tentative de démolition va totalement échouer. Cela donnera ce que les habitants baptiseront la tour penchée de Dallas. Mais les ratés ne sont pas tous aussi drôles. En août 2009, à Çankırı, en Turquie, une ancienne minoterie située dans un quartier très peuplé ne s'effondre pas comme prévu. Le bâtiment de 25 mètres de haut se renverse et roule jusqu'aux maisons voisines. Les témoins affirment que seul un petit mur l'a empêché de détruire les habitations. Par miracle, aucune victime n'est à déplorer et la minoterie est restée intacte, malgré le fait qu'elle reposait sur son toit. La démolition d'un bâtiment est une opération complexe. L'entreprise de démolition va commencer par identifier les matériaux utilisés, les points faibles, la présence de matériaux dangereux et les risques d'accident. Une fois l'étude faite, elle va déterminer les zones exactes où implanter les explosions contrôlées qui démoliront le bâtiment. Lorsque c'est fait correctement, la démolition d'un bâtiment doit ressembler à un jeu d'enfant. On fait exploser la partie inférieure pour affaiblir la structure, puis on fait exploser l'extérieur. Et le bâtiment s'effondre sur lui-même. Mais en cas de problème, ça peut être mortel. Il se trouve que ce bâtiment était un vieil hôtel devenu dangereux et qui devait être démoli. Mais une erreur a été faite et un côté de la structure s'est déformé et il est tombé directement sur une route. Par chance, personne n'a été blessé. C'est un vrai coup de chance que personne n'ait perdu la vie. Voilà pourquoi il est important que les travaux d'ingénierie soient faits correctement. Ce ne sont pas seulement quelques zéros sur un chèque qui sont en jeu. Ce sont des vies humaines. Des secrets de famille, là, il y en a dans toutes les familles. Grosse surprise dans le dossier, on a retrouvé une demi-sœur. Wow. Il y a des choses qui se disent pas dans la famille, il y a des tabous, il y a des secrets. Chasseur d'héritiers, jeudi 19h30, à Canal D. Nous sommes à Saltillo, au Mexique. En juin 2016, en fin de matinée, un homme filme l'intérieur d'une église. On y voit un crucifix à l'avant de l'église et un office semble être en cours. Quand soudain, Ses yeux viennent de s'ouvrir. Et ils se referment. Ça se passe en un instant. Mais c'est effrayant. La statue semble vivante. C'est très étrange. C'est vraiment troublant. selon les habitants, les autorités religieuses ont refusé de cautionner cette vidéo, ni même de la regarder. Il doit y avoir une explication. Mais quelle est-elle? Il existe plus de statues de Jésus que de n'importe quelle figure historique, y compris Joseph Staline qui en avait plus de 6000 à l'apogée de l'Union soviétique. Mais la biologiste Jade Lovell se demande si cette statue du Christ en est vraiment une. Quand on regarde les images, ça ressemble plus à une personne qu'à une statue. Donc, si ce n'est pas une statue, ça pourrait être un homme. Il y a quelques personnes à travers le monde qui manifestent leur dévotion à Dieu par des actes d'autoflagellation.
Dans la foi chrétienne, et en particulier la foi catholique, ces actes de pénitence extrêmes sont appelés mortification de la chair. Ils font ça pour expier leurs péchés, pour remercier Dieu, ou pour manifester leur piété ou leur dévotion. Un des exemples les plus connus de cette pratique de mortification de la chair est le défunt pape Jean-Paul II. On raconte qu'il s'auto-flagellait avec une ceinture. On dit aussi que Mère Teresa portait un cilice. C'est un sous-vêtement de crin ou d'étoffe rude qui se porte pour infliger une gêne, une douleur et faire souffrir. La situation est encore plus extrême dans certaines parties du monde. Chaque année, à Pâques, des pèlerins du monde entier se rendent à San Fernando, aux Philippines, pour assister à des actes de mortification. Il existe un rituel dans lequel des gens se flagellent volontairement, tout comme Jésus a été flagellé par les soldats. Et il demande ensuite à être crucifié. La crucifixion, sort qu'a subi Jésus, est l'une des exécutions les plus atroces jamais inventées. Les Romains accrochaient leurs victimes sur une croix, de telle sorte que leur corps se tordait alors qu'elles mouraient lentement d'épuisement et d'asphyxie. Des récits anciens évoquent des oiseaux picorant les yeux des hommes mourants et impuissants. L'une de ces personnes qui se fait crucifier aux Philippines est un certain Ruben Enadje. C'est un charpentier qui est tombé d'un bâtiment de plusieurs étages et qui a survécu. Depuis, il a décidé de rendre grâce chaque année en étant crucifié publiquement. Et ce, depuis au moins 33 ans. Il porte une croix de 40 kilos en marchant pieds nus, reproduisant la passion du Christ. Il est ensuite crucifié devant tout le monde avec des clous de 7 cm plantés dans ses mains, ce qui doit être extrêmement douloureux. Et il vit ce tourment chaque année pour rendre grâce. Dans cet esprit, on peut se demander si la vidéo de cette église mexicaine n'est pas juste un acte de dévotion extrême. Quelqu'un a peut-être voulu qu'on le cloue à une croix. Mais la journaliste Linda Rodriguez Macroby doute que la personne sur la croix soit un être humain. Si quelqu'un était cloué sur une croix, on verrait plus de mouvements que ça. Et on voit ce qui semble être de la peinture représentant du sang. Quelqu'un l'aurait remarqué si une personne était montée sur la croix. Il aurait eu besoin d'aide pour le faire. Donc ce doit être autre chose. Au Mexique, un homme filme une statue de Jésus qui semble ouvrir les yeux. L'historien Tony McMahon soupçonne cette statue vivante d'être liée à un sinistre système d'escroquerie. On ne peut pas nier qu'il y a quelque chose de touchant dans cette vidéo, même si on ne veut pas l'admettre. Ceci étant dit, j'ai un peu de mal à y croire, pour la bonne raison qu'il y a eu des cas similaires dans certaines églises et abbayes où certains falsifiaient ces miracles par appât du gain. Au début du XVIe siècle, dans une abbaye du comté du Kent, en Angleterre, un grand crucifix représentant le corps du Christ semble bouger de façon mystérieuse. Ce crucifix de Jésus faisait un clin d'œil et un signe de tête en cas de donation conséquente. Mais si les gens faisaient une trop petite donation, la tête sur le crucifix se détournait avec dégoût. On a malheureusement découvert que les prêtres de l'abbaye manipulaient le crucifix avec des câbles. Il s'agissait d'une escroquerie visant à collecter de l'argent pour leur paroisse. À l'ère de la manipulation numérique, les tromperies religieuses atteignent un tout autre niveau. En 2018, un employé du prédicateur chrétien millionnaire, Shepherd Bushiri, a reconnu avoir ajouté numériquement des figures angéliques aux vidéos de ses sermons, faisant ainsi croire à des fidèles crédules que Bushiri pouvait accomplir des miracles. Il est difficile de déterminer si cette vidéo a été modifiée.
Elle pourrait être l'œuvre d'un escroc qui, à l'insu de l'Église, aurait ajouté ce clignement des yeux sur la statue du Christ. Ou peut-être est-ce la preuve de quelque chose de bien plus étrange. Visiblement, ce Jésus qui cligne des yeux, ou plutôt qui ouvre les yeux sur la croix, est très convaincant. Que ce soit vrai ou non, cela doit sans doute toucher les fidèles. Et pour nous autres, le jury ne se prononce pas. S'il fait ça, il dit « Oh, moi, j'aurais jamais envoyé de l'argent à quelqu'un. » Les fraudeurs s'adaptent selon la victime. Jamais j'ai pensé. En aucun moment, on a eu un doute. C'est comme une gifle. Démasqué, vendredi 20h30, à Canal D. Nous sommes à Guangzhou, dans le Hebei, une province du nord de la Chine. Le 1er novembre 2021, à 17h44. Une caméra de sécurité filme l'extérieur d'une boutique. On aperçoit un homme marcher dans la rue, avec un peu de circulation. Un gros camion vert approche. Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Boum! Il y a une gigantesque explosion. L'homme est plongé dans une sorte de brouillard qui semble être sorti du camion. C'est dingue! Que pouvait-il y avoir sous ce camion pour transformer instantanément une rue banale en un champ de bataille? L'historien militaire Martin Morgan découvre que le gouvernement chinois dépense 220 milliards d'euros par an pour sa sécurité intérieure. Une partie de ce budget finance des camions de combat. On voit du gaz s'échapper du côté du véhicule à une vitesse impressionnante. Ce n'est pas juste une fuite. Il sort à pleine vitesse. Il s'agit peut-être d'un véhicule militaire chinois capable de répandre du gaz au milieu d'une foule. Les fabricants d'armes chinois produisent l'équipement anti-émeute le plus redoutable du marché. On parle de véhicules blindés de 25 tonnes. Inauguré en 2022, le Tigre à dents de sabre est un véhicule de police chinois blindé, résistant aux explosions, équipé de canons à gaz lacrymogène, de dispositifs de dispersion et de caméras infrarouges. Si cet homme a été attaqué par le gaz lacrymogène d'un tigre à dents de sabre, il pourrait souffrir d'insuffisance respiratoire et mourir. Martin Morgan pense que la vidéo elle-même pourrait faire partie de l'opération. On peut voir un petit curseur qui le suit au-dessus de sa tête. C'est le logiciel de reconnaissance faciale qu'utilise la Chine. Et si on regarde l'explosion, elle se produit au moment exact où le camion arrive au niveau du piéton. Comme si le camion était précisément là pour ça. Ensuite, le camion continue sa route et quitte les lieux de l'incident. Comme si sa mission était accomplie. Mais l'ingénieur Brian Walshon découvre que Guangzhou, où a été filmée la vidéo, est un site majeur de l'industrie pétrolière et chimique. Il pense que ce pourrait être un violent accident de travail. La Chine transporte plus de matières dangereuses que n'importe quel autre pays dans le monde. Environ 1,6 milliard de tonnes par an. Mais avec un réseau complexe de 10 organismes de contrôle différents, la gestion de la sécurité est assez instable dans le pays. Dans presque tous les secteurs, le nombre de catastrophes industrielles en Chine est très élevé. La Chine est en lice pour devenir le pays le plus riche du monde, avec une valeur nette de plus de 115 000 milliards d'euros. Mais les accidents impliquant les populations restent très fréquents. Cette explosion serait-elle un exemple de plus de la vague de catastrophes industrielles qui frappe la Chine depuis plus de 50 ans? En Chine, une caméra de sécurité filme un camion projetant un mystérieux gaz sur un piéton. Pour l'ingénieur Nikao Solder, l'explosion d'un pneu peut être à l'origine de l'accident.
Les roues du camion sont énormes et la pression à l'intérieur de ce type de pneu peut atteindre jusqu'à 10 bars. C'est un énorme volume de gaz mis sous très haute pression. Et il se produit un phénomène scientifique intéressant lorsqu'un gaz compressé est dépressurisé rapidement. Cela crée un nuage. Nick Householder pense qu'au moment où le pneu a éclaté, le gaz froid sous pression s'est répandu rapidement dans l'air chaud ambiant, abaissant ainsi brusquement sa température. La vapeur d'eau de l'air s'est donc condensée en liquide et a formé un brouillard épais. Il s'agit du même processus que celui de la formation des nuages, mais d'une manière plus rapide. J'ai de l'azote liquide à l'atelier. L'azote à l'état gazeux est un des composants de l'air. Il a été liquéfié à la température de moins 200 degrés. L'avantage de l'azote liquide est que je peux contenir la même quantité d'azote qui se trouvait dans le pneu, mais dans un contenant beaucoup plus petit. Je vais maintenant faire en sorte que l'azote se dilate rapidement pour pouvoir reproduire l'explosion du pneu et voir si le nuage est de la même taille. Nick Householder réalise son expérience dans des conditions contrôlées. N'essayez pas de la reproduire à la maison. Ça peut être très dangereux, donc je me protège au maximum. J'ai ici de l'eau que j'ai fait bouillir et je vais la verser dans l'azote liquide. C'est un changement de température de 300 degrés. L'azote liquide va très vite se dilater et on verra le résultat. Prêt? 3, 2, 1... Je pense qu'on a l'explication de la vidéo. Vous venez de voir une grande quantité de gaz être rapidement dépressurisée, et un gros nuage s'en est dégagé. Lorsque le pneu a éclaté, ce qui l'a rapidement dépressurisé, du gaz froid est entré en contact avec l'air humide et chaud, créant le même nuage qu'on a vu ici. Mais un pneu qui explose peut être extrêmement dangereux, parce qu'il peut projeter de gros morceaux de gomme contenant de l'acier tressé. L'homme de la vidéo a eu beaucoup de chance. Mais tout le monde n'est pas aussi chanceux. En 2019, un homme est décédé en Australie après avoir surgonflé un pneu de camion. Un événement tragique. L'agence américaine chargée de la sécurité routière a déclaré que les éclatements de pneus provoquaient plus de 78 000 accidents et 400 morts par an aux États-Unis. Disons qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Il a toutefois eu énormément de chance, parce qu'à quelques centimètres près, il aurait pu mourir. C'est quoi ton dernier souvenir avant l'accident? J'ai volé dans les heures. J'ai pris ma jambe, puis je l'ai ramenée à sa place. Je me suis battue pour rester ici aujourd'hui. J'ai frôlé la mort, mardi 21h, à Canal D. Nous sommes sur l'île de Sheppey, au sud-est de l'Angleterre, le 6 septembre 2020. Un jeune homme filme la plage lorsque soudain... Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Un objet long et étrange tombe du ciel en direction de l'eau. On dirait un peu qu'un ange tombe, les ailes déployées. Il atterrit et il reste là, sans bouger. Je ne sais pas ce que nous avons devant les yeux. De quoi s'agit-il? Et d'où vient-il? En Angleterre, un jeune homme filme un étrange objet tombant du ciel. L'ancien analyste de la police de New York, Connor McCourt, examine la vidéo et repère un indice lorsque l'objet atterrit. En voyant la partie supérieure de l'objet et la façon dont il tombe et s'agite dans tous les sens, je pense que c'est un genre de ballon sur lequel on a accroché un objet.
Les archéologues ont découvert que l'homme vit et chasse sur l'île de Sheppey depuis l'âge de pierre. Mais ces derniers temps, une contestation s'accroît contre les derniers vestiges de certaines anciennes traditions. Il y a eu un long conflit et de nombreuses altercations entre les défenseurs des droits des animaux et les chasseurs de la région. La chasse au renard est interdite au Royaume-Uni depuis plus de 15 ans. Mais elle a toujours lieu sur l'île grâce à un vide juridique qui permet une pratique similaire. Au lieu de poursuivre des renards, les chiens suivent une piste marquée par l'odeur d'un autre animal. Mais les défenseurs des animaux déclarent que c'est une couverture pour chasser le renard. Pour espionner les chasseurs, les activistes anti-chasse utilisent la technologie de pointe et des ballons équipés de caméras. Ils sont peu coûteux, silencieux et difficiles à repérer. Les chasseurs n'apprécient pas être espionnés par ces appareils volants. En février 2019, des activistes envoient un drone de surveillance survoler l'île de Sheppey dès l'ouverture de la chasse. Les chasseurs n'étaient pas contents. Ils lui ont tiré dessus et ils ont réussi à l'abattre. Quelques semaines après l'incident, les activistes sont retournés sur les lieux. Mais cette fois, ils y allaient d'eux-mêmes en 4x4. On les avait informés que les chasseurs avaient tiré sur des cygnes et ils ont décidé d'aller confronter les chasseurs. Ils sont sortis de leur véhicule et ont commencé à filmer. Pendant l'altercation, leur véhicule a été soulevé par une chargeuse. Les chasseurs semblaient prêts à tout pour ne pas être filmés. Est-il donc possible qu'ils aient abattu un ballon de surveillance? Mais au Royaume-Uni, la saison de la chasse n'ouvre pas en septembre. Et les rapports de police de l'époque ne mentionnent aucune destruction de ballons de surveillance des activistes. Leurs adversaires n'auraient pas laissé passer un tel incident. Ils adorent se dénoncer mutuellement à la police. Il doit donc y avoir une autre explication. Connor McCourt analyse la vidéo et repère un autre indice dans la chute de l'objet. En examinant cet objet, j'ai remarqué ce que l'on pourrait décrire comme un parachute partiellement déployé. S'il s'agit bien d'un parachute, l'ingénieur Tim Pickens pense pouvoir identifier l'objet qui se trouve en dessous. J'ai l'impression que ça a la forme d'un siège éjectable. On voit le petit rebord qu'on retrouve sur ce type de siège. Les sièges éjectables sont essentiels sur les avions de chasse modernes, mais ne sont utilisés qu'en dernier recours. Les avions de combat modernes coûtent extrêmement cher. Si un pilote est en difficulté, il fera tout pour corriger la situation et poser son appareil au sol. S'éjecter pour un pilote de chasse, c'est la dernière option. C'est une manœuvre très violente. Des fusées s'allument sous le siège, la verrière du cockpit s'ouvre et vous êtes projeté hors de l'avion avec une force capable de vous briser les os. Certains pilotes s'évanouissent pendant l'éjection. Ils ne s'éjectent qu'en tout dernier recours. Mais pourtant, ce pilote s'est éjecté. Pourquoi? L'historien militaire Martin Morgan craint que ce soit la preuve d'une forme d'attaque inédite et invisible. Les avions de combat modernes utilisent des systèmes de commande de vol informatisés. Et s'il y a des ordinateurs à bord, cela veut dire que l'avion peut être piraté. Les autorités américaines se sont demandé si les avions de chasse F-15 pouvaient être piratés par Internet ou une connexion sans fil. En gros, elles voulaient estimer leur vulnérabilité. Elles ont donc organisé un hackathon et le résultat fut sans appel. En août 2019, un groupe de hackers est donc chargé de pirater le système de vol d'un avion de chasse américain F-15. Ils y parviennent en 2 jours. Un avion de chasse moderne peut décoller sous contrôle, avec tous ses systèmes opérationnels. Et les systèmes peuvent subitement s'éteindre à cause d'un virus informatique envoyé par un hacker d'un autre pays qui veut simplement semer la destruction et le chaos. Qui sait? Si des personnes mal intentionnées peuvent prendre le contrôle informatique de vos armes, ce ne seront plus vos armes. C'est comme dans le film Terminator. Préparez-vous, parce qu'on y est. C'est maintenant.
Une guerre d'un nouveau genre est en cours. Nous pourrions assister aux effets d'une cyberattaque sur un avion de chasse. Si un pays hostile abattait un avion de chasse britannique sur son propre sol, le conflit pourrait très vite dégénérer. Mais Linda Rodriguez-McRobbie ne trouve aucune trace d'un avion militaire britannique écrasé dans la région. L'objet énigmatique tombant du ciel reste un mystère. Impossible de savoir ce qui pourrait tomber du ciel la prochaine fois. Gardez vos yeux et vos caméras pointés vers le ciel.